Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Plus rien n'arrête le Maroc. Après sa réintégration au sein de l'Union africaine, le pays vient d'obtenir l'accord de principe pour adhérer à la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais le pays n'est pas seul. La Tunisie, la Mauritanie et le Tchad sont tout autant attirés par l'organisation sous-régionale. Alors, quels sont les enjeux véritables liés à l'appartenance à cette sous-région? Trois invités avec moi pour en parler. Madame Neima Korchi, vous êtes juriste internationale, vous êtes ex-fonctionnaire des Nations Unies, présidente du Africa Women Forum, Forum des femmes leaders d'Afrique. Merci et bienvenue, Madame Korchi. Bonsoir. Oumaba, vous êtes vous politologue. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et Kewin Maizo, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci, Monsieur Maizo, d'avoir accepté notre invitation. Je suis honoré d'être là. Ce n'est donc qu'une question de mois au prochain sommet de la CEDEAO à Lomé en décembre 2017. L'adhésion du Maroc ne sera qu'une simple formalité. Mais le pays est-il un pays de l'Afrique de l'Ouest? Quels sont les enjeux pour le Maroc, mais aussi pour la CEDEAO de son adhésion à cette organisation sous-régionale? C'est un sujet de la rédaction signée Deo Gracias Kodo. C'est l'une des retombées positives de l'offensive diplomatique menée par le Maroc depuis quelques années sur le continent. Dimanche 4 juin 2017 à Monrovia au Libéria, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a donné son accord de principe à la requête du Maroc d'intégrer l'organisation en raison notamment de ses liens multidimensionnels avec les États membres. Au regard du développement et des axes de coopération entre le Maroc et les pays de la CEDEAO, quand on sait que le Maroc est déjà dans cet espace communautaire et les relations entre le Maroc et certains de nos États sont des relations de coopération, des relations commerciales très dynamiques que nous suivons chaque jour. 4 mois après avoir retrouvé sa place au sein de l'Union africaine, la plus importante organisation du continent, le royaume chérifien ne cache plus ses ambitions économiques et diplomatiques sur l'Afrique. Cette demande d'adhésion à la CEDEAO avait été formulée en février 2017 et avait été accueillie par certains de ses partenaires tels que le Nigeria, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal. De l'avis de certains experts, le Maroc ambitionne surtout de peser dans la balance des échanges commerciaux internes de la CEDEAO qui représentent environ 11% du total des activités de la région. Vous avez une zone d'influence de 300 millions ou 400 millions d'habitants. Vous avez une zone d'influence au niveau de l'ONU parce que tous sont membres des Nations Unies. Vous êtes une zone d'influence dans laquelle vous êtes dans l'Union africaine. Donc ce Maroc s'adosse sur la CEDEAO est extrêmement politique et important pour le Maroc, même dans sa stratégie internationale. Donc, le roi, il est très intelligent. Je pense qu'il met sa diplomatie au service de l'économie. Et un chef d'État, en fait, c'est la vision qu'il faut avoir pour faire prospérer un pays. Au 29e sommet de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis Abeba, le roi Mohamed VI avait une nouvelle fois révélé son attachement aux valeurs de la CEDEAO qui pour lui offre un espace fiable de libre-échange des personnes, des biens et des capitaux sur le continent. Il estime que l'Union du Maghreb arabe, à laquelle appartient le Maroc, semble aujourd'hui inactive et paralysée par de nombreux contentieux politiques, notamment en rapport avec l'Algérie. Mais en attendant, les regards sont désormais tournés vers la commission de la CEDEAO qui doit examiner les dispositions juridiques à adapter pour rendre l'adhésion effective. Madame Korchi, une question d'ordre géographique. Pourquoi le Maroc éprouve-t-il le besoin d'appartenir à la CEDEAO, une organisation située à l'ouest du continent et au sud du Sahara? Le Maroc est un pays africain, donc la géographie, nous sommes avant tout un pays qui appartient à tout le continent. Maintenant, sur l'Afrique de l'Ouest, dois-je vous rappeler que le Maroc n'est pas absent, c'est le premier investisseur de cette région-là. Et il a des relations bilatérales excellentes avec la plupart de ces pays. Donc, cette demande d'adhésion à la CEDEAO est en fait une finalisation de partenariats privilégiés avec la plupart des États.
Alors, mais le Maroc, c'est un pays du Maghreb. Nous avons par exemple l'UMA. Pourquoi ce n'est pas une priorité pour votre pays, le Maroc, de tonifier l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, plutôt que de dynamiser la CEDEAO? Le Maroc a tout fait pour dynamiser l'UMA. D'ailleurs, l'acte fondateur a été, si ma mémoire est bonne, je crois, à Marrakech en 89. À Marrakech, le 17 février précisément, voilà. 1989. Et feu SN2 avait vraiment cru, nous croyons encore en l'UMA. Mais malheureusement, pour des raisons politiques, notamment dû à notre voisin de l'Est, l'Algérie, c'est bloqué. Et l'Afrique a besoin d'avancer. Donc moi, je me réjouis quand des États se mettent ensemble pour aller de l'avant. Le continent africain, si nous sommes dans la situation actuelle avec des pays encore en difficulté économique, c'est dû à la division. Donc moi, je me réjouis quand des pays se mettent ensemble pour travailler, peu importe quelques distances géographiques. Moi, je salue parce que l'intégration régionale, c'est la clé du développement économique. Monsieur Ba, doit-on faire abstraction de l'appartenance géographique désormais? Oui, parce que ce n'est plus une condition pertinente qu'on retrouve dans l'acte constitutif, parce que nous avons deux actes constitutifs qui se sont chevauchés dans le temps. Le premier acte, celui du 28 mai 1973, et le deuxième acte du 24 juillet, révisé à Cotonou, n'est-ce pas, 1993. Et c'est ce deuxième acte qui est important, parce que celui qui est actuellement fait office, comment dirais-je, de cadre juridique majeur sur lequel, comment dirais-je, se fonde la CEDEAO. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse est que le Maroc est frontalière, dans une certaine mesure, presque de pays qui sont aussi frontaliers d'autres États qui sont dans l'espace CEDEAO, du point de vue géographique. Si vous prenez la Mauritanie, c'est le seul pays tampon qui s'est retiré en 2000, qui était membre de la CEDEAO et qui s'est retiré en 2000. Mais à part la Mauritanie, vous avez la Mauritanie qui est frontalière du Sénégal et, comment dirais-je, et du Mali, et vous avez de l'autre côté un axe géoculturel du Maroc avec les pays comment dirais-je, d'Afrique du Sud, notamment subsaharienne, plus exactement le Sénégal, le Mali, etc. Alors, vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut désormais redéfinir la carte géographique du continent, la carte géopolitique du continent. Si on doit tenir compte du fait d'avoir des frontières communes avec la CEDEAO, vous avez des pays comme le Tchad qui ont aussi des frontières communes avec des pays membres de la CEDEAO. Maintenant, puisque la dimension géographique stricto sensu n'est plus une condition exclusive, il va sans dire que le fait d'adhérer à une organisation internationale, madame le sait mieux que moi, fait partie d'un acte souverain d'un État. Donc à partir de ce moment-là, puisque tous ont pour objectif d'appuyer, in fine, l'échelon supérieur qui est l'intégration continentale, panafricaniste, il va sans dire que le Maroc est bienvenu, de mon point de vue, dans l'espace CEDEAO. Pour une double raison. La première, elle est économique, parce que si vous prenez l'UMA, et politique, l'UMA n'a pas fonctionné presque, il n'y a pas la conférence des chefs d'État pour décider depuis 1994, plus exactement. Donc, elle est out. Et deuxièmement, ces 5 États. Ces 5 États font un marché global du point de vue démographique, 90 millions d'habitants, contre plus de 300 millions de l'autre côté. Et si on analyse sous l'angle des relations internationales, on interroge le concept de la diplomatie de puissance, dans la puissance structurelle sur change. À ce niveau-là, la dimension de la coopération commerciale et économique est fondamentale, puisque le Maroc, n'oublions pas que le Maroc, c'est 100 milliards de dollars de PIB. Si ça vient s'ajouter aux 700 milliards de la CEDEAO, ça devient un marché attractif fondamental. Mais très rapidement, il se trouve, M. Ba, que l'Union africaine a déjà identifié et défini et délimité 5 zones géographiques et interdit dans son acte constitutif l'appartenance à plusieurs communautés sous-régionales à la fois. Oui, mais l'Union africaine... Comment aller au-delà donc de ces principes? Oui, mais c'est facile, parce que ce sont les États qui créent l'Union africaine, donc ils peuvent l'adapter tout simplement. Et deuxièmement, n'oublions pas que l'UMA, si on regarde un peu, on interroge les échanges intra-zones, c'est 2% contre... De pénétration entre les pays de l'UMA, entre les 5, contre 3% au niveau de la CAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, et au niveau de la CEDEAO, vous avez 11% des flux commerciaux dominés à 60% du PIB par... Oui, madame, très rapidement, avant Oui, j'aimerais ajouter justement à cet excellent exposé que l'Afrique doit s'adapter à l'actualité. Il y a la géopolitique évolue, donc aussi les définitions
positions géographiques, politiques doivent changer et doivent aller dans le sens justement des relations internationales. Regardez l'Union européenne. Maintenant, ils sont à 27 États. Donc l'Union africaine aussi, enfin l'Afrique dans son ensemble, doit aussi être plus dynamique pour s'adapter aux réalités socio-économiques, politico-économiques d'aujourd'hui. Sans polémiquer sur la question de l'UMA, si on résume bien, si on comprend bien le principe du Maroc, ce n'est pas grave si je ne m'entends pas avec mes voisins immédiats, j'irai faire l'union ailleurs au sud et à l'ouest du continent. Puis vous savez, le Maroc, même monsieur avait expliqué sur le plan juridique, mais du point de vue historique, le Maroc a toujours été présent. Il y a des grands empires qui ont été liés au Maroc, l'empire du Ghana, le Mali, qui ont été liés au Maroc. Donc le Maroc n'est pas, quand on dit qu'il arrive en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas quelque chose de récent ou un nouveau marché à conquérir, c'est-à-dire même sur le plan historique, le Maroc a toujours été présent dans cette zone-là. Et c'est pour ça que le commerce est très ancien. Maintenant, on fait du commerce moderne, mais même si on regarde l'histoire, le Maroc a toujours été présent avec la plupart des pays, le Sénégal. Et même dans cette zone-là, il y avait des grands pays qui étaient contre politiquement le Maroc, notamment sur la question du Sahara, le Nigeria, le Ghana, qui sont maintenant avec le Maroc parce qu'ils ont compris que le Maroc, avec sa force socio-économique, est devenu incontournable sur tout le continent. Et donc, c'est un partenaire privilégié pour eux de l'avoir avec eux qu'ils restent dans une zone géographique, l'Union du Maghreb arabe, qui ne marche pas. Et donc, c'est pour eux tout bénéfice d'être dans une organisation qui est dynamique et qui fonctionne. Et donc, le partenariat sera win-win pour tout le monde. Monsieur Maïso, les liens historiques, comme dit Mme Korchi, ont joué effectivement, ont plaidé effectivement en faveur du Maroc. Je rappelle que dans le document final, dans le communiqué final qui a sanctionné ce dimanche la 51e session de la CEDEAO, les chefs d'État ont estimé que, je cite le document, les liens forts et multidimensionnels de coopération du Maroc avec l'Afrique de l'Ouest militent pour une adhésion à part entière. Oui, bon, quand on veut justifier quelque chose, c'est pas mauvais. On trouve toujours des arguments. On trouve toujours des arguments. Mais si le Maroc a tendance à aller en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas seulement par rapport aux raisons qu'on vient d'avancer. Dites-nous, s'il vous plaît. C'est tout simplement que le Maroc, qui est très lié à l'Union européenne, n'y a pas trouvé son compte parce qu'il y a des accords qui n'ont pas été signés. Et le Maroc a jugé bon de se retourner vers son arrière-cour économique, c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne. Or, en Afrique subsaharienne, si vous regardez les 8 zones, les 8 communautés économiques régionales, oui, il y en a un seul zone. Il y a aussi la SADC qui fonctionne à peu près bien. Il y a la CEDEAO qui fonctionne mieux que tout autre. Or, au niveau de la CEDEAO, il y a 2 phénomènes. La Libye, qui était un gros investisseur, s'est retirée. Donc, la nature ayant horreur du vide, le Maroc s'est engouffré pour évacuer son... Madame Korchi, l'Afrique de l'Ouest devient une amie de substitution pour le Maroc. Pas du tout. Les Européens ne veulent pas de moi. Ben, écoutez, je viens à vous. C'est à cela qu'on peut résumer. Absolument pas. Non, dites-nous. Les Marocains ne réfléchissent pas comme ça. D'abord, il n'y a pas de relation qui n'est pas favorable au niveau de l'Union européenne parce que le Maroc a, parmi les 5 pays du Maghreb, celui qui a des relations les plus privilégiées, des partenariats les plus privilégiés, comme il a un partenariat aussi avec les États-Unis. C'est différent. C'est-à-dire que le Maroc a des relations diplomatiques, économiques et politiques dans les grands ensembles internationaux, les États-Unis, l'Union européenne, et donc avec l'Afrique. Et l'Afrique, c'est d'autant plus justifié que nous sommes africains. Et donc les relations du Maroc au sein du continent africain se développent. Donc maintenant, ces demandes d'adhésion au sein de l'Union africaine et maintenant au sein de la CEDEAO sont en fait un acheminement normal de l'évolution et de l'intensification des relations du Maroc sur le continent. Mais que répondez-vous, Madame Korchi, à ceux qui expriment déjà la crainte de voir le géant marocain avec ses 100 milliards de PIB venir écraser ces économies fragiles? Moi, je pense que nous sommes dans la CEDEAO. J'entends cet argument, mais dans un monde de mondialisation, nous devons au contraire encourager les compétitions des entreprises. Le Maroc arrive aussi avec un savoir-faire, avec forcément des concurrences par rapport à d'autres pays qui sont notamment comme sur le tourisme ou l'agriculture. Mais je pense au contraire qu'il ramène aussi un certain dynamisme, un certain partenariat. Donc on est dans une mondialisation. Soit les États se replient sur eux-mêmes communautaires, soit le Maroc arrive avec un PIB qui est important, avec aussi tout des avantages pas simplement économiques. Il arrive aussi avec tout son réseau international, notamment avec les États-Unis, avec l'Union européenne, qui pourrait bénéficier également à tout cet ensemble régional qui n'ont pas justement sur la scène internationale autant de poids. Les Africains de l'Ouest doivent-ils avoir peur du Maroc, Monsieur Maïso?
Non, parce qu'il ne faut pas être pessimiste. Non, il ne faut pas voir le verre à moitié vide, il faut plutôt le voir à moitié plein. Là où la Libye n'a pas pu faire quelque chose, le Maroc le fait. Là où le Maroc ne le fera pas, un autre pays le fera. Donc c'est au pays de l'Afrique de l'Ouest d'être mariable, comme permettez l'expression. C'est-à-dire d'être digne du Maroc. Lorsque le Maroc arrive avec des gros investissements, il faut que ces pays soient capables de résolver ces investissements et de ne pas, disons, de s'arranger de telle sorte que qu'on ne puisse pas avoir des distorsions économiques au niveau de ces pays, notamment des pays faibles, faibles économiquement, tels que le Mali, certains autres pays. Mais il y a des pays qui peuvent tenir la compétition vis-à-vis du Maroc, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria et tout ça. Donc c'est juste question d'adaptation. Il y a des lois, la libre-échange, les lois de l'Organisation mondiale du commerce sont là, mais cela n'empêche pas les États... Très rapidement, M. Ba, l'enjeu est-il autant économique que politique ou bien plus économique que politique? Il est primordialement politique et le reste vient. Vous pensez? Je m'explique. Je crois qu'il faut saluer là, de mon point de vue, comment dirais-je, distingue de lui, grand frère, parce que tout simplement, le roi du Maroc, je crois que c'est un grand visionnaire. Il a compris que même le monde, l'ordre mondial est en train d'être complètement bouleversé. On est dans une sorte de recomposition des alliances. Là, on vit dernièrement, je vais digresser un tout petit peu avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, etc. Donc le monde est en train de se transformer en vitesse grand V. L'Afrique doit s'adapter. Le Maroc saisit la balle au rebond et je crois que c'est tout à son honneur. C'est une vision géostratégique pertinente car là, le roi du Maroc, il faut s'allier. Je n'ai pas peur que le Maroc vienne et bouleverse tout au niveau de la CEDEAO. Ça ne se passera pas comme ça parce que les Marocains sont très intelligents. Ils ont compris cette critique. Et si vous regardez très bien la stratégie dans le domaine, par exemple, des industries, de l'industrie marocaine. Vous voyez par exemple la Société nationale des phosphates, elle s'est mariée avec la société Dangote au Nigeria. Donc, ce qui fait que le Nigeria aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui sont les moteurs de la CEDEAO, soutiennent l'adhésion du Maroc. Effectivement, ces pays que vous soutenez, que vous citez, sont le moteur donc, de l'organisation sous-régionale. Mais dans son ensemble, quel est le potentiel de la sous-région qui attire tant de pays africains? On en parle dans la deuxième partie de notre émission, après une coup de pause. À tout de suite. Merci bien.